Oui, alors Claude, est-ce que Aubert de Gaspé va faire, Aubert de Gaspé père, entendons-nous, est-ce qu'il va faire école? Est-ce que d'autres écrivains vont s'inspirer de son succès pour écrire à leur tour des romans historiques au 19e? Et en quoi prolonge-t-il le modèle de Gaspé? Oui, absolument. Je pense que le succès des anciens Canadiens était tel qu'inévitablement, il y allait y avoir des émules hein, qui allaient chercher en quelque sorte à emprunter la voie ouverte par Philippe Aubert de Gaspé père, et même assez rapidement, hein, compte tenu évidemment du fait qu'on est devant une littérature qui est en train de s'inventer, dans laquelle il n'y a pas encore d'institution solide. Ce qui est Mm. surprenant, c'est de voir que dès 1865, par exemple, en feuilleton, un auteur comme Napoléon Bourassa va publier un roman qui s'intitule Jacques et Marie. Alors, les livraisons vont s'échelonner jusqu'en 1866, hein, donc sur plusieurs mois. Et en 1866 également, un autre écrivain, Joseph Marmet, lui, va publier un roman qui s'intitule Charles et Eva. Et même si les titres ne sont pas, je dirais, très précis, puisqu'on a simplement le nom des protagonistes, en Oui. réalité, il s'agit bel et bien, dans les deux cas, de romans historiques. Alors, dans le cas de Napoléon Bourassa, il y a un sous-titre qui vient expliciter donc le titre principal, qui est en fait un souvenir d'un peuple dispersé. Hein, et on voit déjà apparaître en fait la trame de fond, hein, l'arrière-plan historique mis en scène par Napoléon Bourassa. Bourassa est, comme on peut s'en douter avec cette expression de peuple dispersé, un descendant d'Acadiens. Hein, et il décide donc de placer ces personnages de Jacques et Marie dans un contexte très particulier qui est le contexte du grand dérangement avec évidemment la déportation des Acadiens à partir de 1755. C'est évidemment un événement historique très important pour les Mhm. Acadiens, fondateur, central, mais comme on est une époque où on a encore une espèce d'identité nationale canadienne-française qui transcende les frontières politiques, les Mhm. frontières des provinces, hein, beaucoup de Canadiens français qui vivent au Québec hein, s'identifient tout à fait aux Acadiens et considèrent que le Mhm. grand dérangement, ça appartient à part entière à leur propre histoire nationale Mhm. également. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, alors peut-être que je pourrais dire un mot hein, du Oui, roman de de cette œuvre. Joseph Marmet, donc Charles et Eva, là encore un couple, bien sûr, hein, et donc on voit bien qu'il y a dans les deux cas une intrigue sentimentale et amoureuse, Mhm. mais ce qui est peut-être le plus important, c'est que Joseph Marmet décide hein, de placer l'action de son roman à Schenectady en 1690, donc au XVIIe siècle. Mhm. Hein, il s'agit d'une bataille célèbre qui a mis aux prises les Français et les Iroquois. C'était une mesure de représailles que le comte de Frontenac avait prise hein, après, bien sûr, les événements qui s'étaient produits à la Chine. Donc, c'est une bataille qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais Mhm. qui était très importante au 19e siècle. Et donc, vous voyez qu'il y a là, en fait, des ingrédients qu'on va retrouver dans de très nombreux romans historiques, aussi bien en Europe qu'au Québec au 19e siècle, à savoir donc un arrière-plan historique qui évoque des événements importants, le grand Mhm. dérangement d'un côté pour Napoléon Bourassa, la bataille de Schenectady pour Joseph Marmet, et puis par Mhm. ailleurs une intrigue amoureuse. Hein. Puis donc, Oui. c'est une façon en quelque sorte de lier, de tisser la petite histoire de Mhm. personnages qui n'ont pas réellement existé, hein, puisque Mhm. Napoléon Bourassa invente les personnages de Jacques et de Marie, tout comme Joseph Marmet invente les personnages de Charles et Eva, mais ces personnages-là sont placés dans un cadre qui va venir en quelque sorte compliquer leur histoire amoureuse. Ils vont devoir Mhm. faire face à toute une série de rebondissements, de péripéties, d'épisodes, hein, et évidemment, tout le but de l'histoire, c'est de savoir comment finalement Jacques et Marie vont pouvoir ou non vivre leur histoire d'amour, tout comme Mhm. on se pose la question avec Charles et Eva dans le roman de Joseph Marmet. Hein. Et donc, je pense qu'on a affaire là à deux écrivains qui ont très bien compris le pouvoir d'attraction que représentait le régime français, donc ce Mhm. passé lointain, que plus aucun lecteur ou plus aucune lectrice ne peut prétendre avoir connu, étant donné le temps qui s'est écoulé, Mhm. mais aussi étant donné la césure politique, sociale, historique qu'a représenté hein, la conquête. Hein. Donc, de Mhm. ce point de vue-là, les romans historiques québécois utilisent la conquête un peu comme les romans historiques français utilisent la Révolution. Il y a un Mhm. avant, il y a un après, il y a un monde qui n'existe plus et qui est fascinant, attirant, Mhm. parfois même repoussant, parce que justement, c'est un monde qu'on ne connaît pas, qui incarne une forme d'exotisme. Et il Mhm. est évident que les romanciers historiques québécois jouent beaucoup la carte de cet exotisme du passé qui Mhm.
est évidemment un passé qui appartient à un passé complètement dépassé d'une certaine manière, étant donné la conquête. Et qui permet d'oublier les heures sombres de l'Union du Canada des années 40, 50, où le peuple canadien-français constate effectivement le danger que présente le régime britannique et le danger d'assimilation qui en résulterait si justement une conscience nationale ne subsistait pas et ne se battait pas contre la perte de mémoire, justement. Donc, le travail sur la mémoire a un rôle aussi fédérateur pour cette population et pour les élites que représentent les auteurs que vous avez mentionnés. Vous avez parlé de Joseph Marmette, qui, lui, est un des spécialistes, je dirais, un des grands auteurs du roman historique. Si on se penche davantage sur lui, quelle est sa contribution au roman historique au XIXe siècle? Et peut-être aussi, on va le voir, comment a-t-il été reçu? Parce que Joseph Marmette a une plume beaucoup plus libre, un peu trop libre peut-être par rapport à certains critiques. Alors, quelle est la place de Joseph Marmette dans le roman historique au XIXe siècle? C'est probablement l'écrivain canadien-français de l'époque qui a écrit le plus grand nombre de romans historiques, à tel point qu'on a eu tendance à utiliser le surnom d'Alexandre Dumas canadien. Alors, évidemment, c'est extrêmement élogieux. Dans les faits, sans doute que Marmette est un écrivain de moins grande envergure qu'Alexandre Dumas, mais c'est dire la place qu'il occupe par rapport à ce genre du roman historique dans la littérature québécoise du 19e siècle. C'est un personnage qui a, je dirais, une orientation idéologique intéressante. C'est un écrivain libéral. Alors, il y a d'autres écrivains libéraux, mais je pense que si on fait un panorama de la littérature de l'époque, les écrivains libéraux sont certainement minoritaires d'un point de vue quantitatif. Il y a beaucoup plus d'écrivains conservateurs, voire ultramontains, ou encore même franchement réactionnaires au 19e siècle. Donc, c'est un des rares écrivains qui est libéral, et c'est ce qui va lui attirer donc un certain nombre de reproches de la part, finalement, d'adversaires qui sont davantage souvent des adversaires politiques que proprement esthétiques. Alors, un des romans, moi, que j'aime bien de Joseph Marmette, c'est François de Bienville, qu'il publie en 1870. Et bien que le titre nous renvoie à ce personnage de soldat, en réalité, le véritable héros de François de Bienville, c'est le comte de Frontenac, Louis de Buade. Et c'est extrêmement intéressant parce que Louis de Buade, sans être partout présent, sans nécessairement être au cœur de l'action, c'est véritablement lui le héros. Et en fait, Joseph Marmette va contribuer à réhéroïser Frontenac, alors que ses prédécesseurs, notamment historiens, avaient généralement une vision plutôt nuancée de Frontenac. Certains historiens pouvaient vanter certains aspects de sa politique, mais avaient quand même aussi, par ailleurs, certaines critiques à lui adresser. Et dans le cas de Marmette, en fait, Frontenac, c'est le héros par excellence. C'est l'incarnation même de l'ancienne France, c'est l'incarnation même de l'ancienne noblesse. Tout est magnifique, tout est grand chez ce personnage, et il va contribuer à en faire véritablement le héros que Frontenac est devenu dans l'histoire nationale traditionnelle du Canada français. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est 10 ans avant le moment où Louis-Philippe Hébert, par exemple, va créer sa statue de Frontenac, qui est toujours présente au fronton de l'hôtel du Parlement à Québec. Alors, la manière qu'a Hébert de représenter Frontenac est, je dirais, directement influencée par la représentation que Marmette en donne dans son roman. On voit donc dans cette statue Frontenac qui pointe le doigt vers un canon, et on a évidemment le célèbre apophthegme, apparemment que Frontenac aurait répondu à l'émissaire de l'amiral Phipps qui s'apprêtait à faire le siège de Québec en 1690, « Je vous répondrai par la bouche de mes canons ». Donc la statue reprend ces éléments-là qui sont centraux finalement dans la représentation du personnage héroïque de Frontenac. Et puis, 20 ans plus tard, dans les années 1890, on va construire le château Frontenac, ce grand hôtel qui fait partie évidemment d'un ensemble d'hôtels et qui est lié bien sûr à l'expansion du chemin de fer partout au Canada. Mais le fait qu'on ait choisi Frontenac
comme nom pour cet hôtel, c'est, je pense, là encore, une conséquence directe du roman de Marmette, dans la mesure où, au fond, on cherche en quelque sorte à faire rêver les gens qui vont séjourner à cet hôtel. Et le Frontenac de Marmette, c'est quelqu'un qui incarne un art de vivre à la française, hein, qui sait boire et manger, qui sait apprécier les bonnes choses de la vie. Et alors même que l'ennemi Phipps est aux portes de Québec, hein, il ne se prive pas de manger copieusement en servant à sa table les meilleurs plats et les meilleurs vins. Donc, d'une certaine façon, c'est une sorte de programme pour un hôtel comme le Château Frontenac. Et je crois que là encore, c'est à mettre en relation avec ce roman de Joseph Marmette. Donc, Joseph Marmette va publier, bien sûr, de nombreux autres romans, notamment, par exemple, L'Intendant Bigot en 1872 et également Le Chevalier de Mornac en 1873. Et dans tous les cas, hein, on met encore et toujours en scène l'histoire du régime français. Cela dit, Marmette n'avait pas que je dirais, lecteurs enthousiastes. Il sait aussi attirer un certain nombre de reproches, et c'est notamment le cas d'Adolphe Basile Routier, celui qui a composé les paroles de l'hymne national canadien, le Haut-Canada. Oui, je pourrais peut-être citer, si vous me permettez, une citation très savoureuse de Routier, qui, sous le pseudonyme de Jean Piquefort, va essayer de démolir dans ses portraits et pastels littéraires l'œuvre de Marmette autour de probablement l'intendant Bigot dont il parle, et il se scandalise finalement de l'efficacité de l'écrivain qui met en scène cette période difficile de la conquête anglaise et du rôle de l'intendant Bigot qui, dans la ville de Québec, avait un train de vie là aussi somptueux auprès d'un personnel qui s'en mettait plein les poches aussi au moment de la conquête anglaise. Et notre Marmette va mettre en scène effectivement un personnage. Est-ce que c'est Madame Péan, justement, dont il fait une description assez, je dirais presque libertine, qui va choquer Routier. Mais Monsieur Marmette, dit-il, que faites-vous de la morale? Serait-elle donc uniquement pour ceux qui ne rencontrent aucune tentation sur leur chemin? Et il cite une autre description de Madame Péan. Elle est là, demi-couchée sur un canapé dans un merveilleux boudoir, plus ou moins couverte d'un peignoir à dentelle, ses longs cheveux noirs ruisselaient dans une superbe désordre sur ses épaules, dont la blancheur rosée resplendissait sous l'élégante échancrure du peignoir, son pied droit chaussé, etc., etc. Et alors, il s'excite, il va dire, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte que ces descriptions peuvent donner des idées au lecteur. Monsieur Marmette dira peut-être, mais c'est de la couleur locale, je ne veux plus pas peindre une prostituée comme je peindrais une honnête femme. Pas de ces excuses, répond Routier. Primo, rien ne vous oblige à nous peindre des prostituées. Secondo, si vous ne pouvez pas vous en dispenser, faites-le de manière à nous les faire détester et non pas à nous les rendre aimables. Est-ce que cela pouvait nuire vraiment au succès de Marmette? Probablement pas, puisque, évidemment, Adolphe Basile Routier est l'incarnation même du conservatisme le plus intransigeant, et Marmette, justement, est un opposant politique, idéologique, de sorte que ça apportait sans doute beaucoup d'eau au moulin de Marmette. De la même façon, dans les querelles entre Louis Fréchette et Routier, en fait, ces querelles, très souvent, contribuaient à la notoriété des personnages qui, parfois, exagéraient leurs différends ou leurs polémiques, précisément pour attirer l'attention publique sur eux. Très bien. Oui. Alors, est-ce que le mode du roman historique se limite aux écrivains de langue française? Peut-on penser que la traduction anglaise du roman d'Aubert de Gaspé, dès 1864, a pu convaincre des auteurs anglophones de se mettre à l'écriture de romans historiques? Oui, absolument. Effectivement, la réception d'Aubert de Gaspé père, elle est à la fois dans le monde francophone et dans le monde anglophone. C'est une des particularités, justement, et ça contribue justement au succès de son roman de 1863. Et on a un exemple, je pense, assez éloquent avec William Kirby, qui, en 1877,
fait, va publier un roman historique qui s'intitule The Golden Dog et qui prend en quelque sorte pour cadre la ville de Québec, encore une fois sous le régime français. Et l'idée, c'est d'arriver à rendre compte d'un bas-relief extrêmement intriguant, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui à Québec, mais qui n'est plus sur le même bâtiment sur lequel il se trouvait au 19e siècle et même au 18e et 17e siècle, puisque le bâtiment en question avait été construit à la fin du 17e siècle. C'est donc un bas-relief qui représente un chien d'or, hein, comme le précise le titre du roman de William Kirby, et sous lequel, chien d'or, il y a une devise assez énigmatique qui décrit donc un chien qui est en train de ronger un os. Hein. Alors, la question, c'est de savoir, mais pourquoi ce bas-relief se trouvait sur ce bâtiment et que signifie finalement à la fois le chien d'or et la devise qui se trouve dessous. Alors, William Kirby va inventer tout un roman très compliqué avec toutes sortes de péripéties et d'aventures, mais qui met aux prises, en fait, deux personnages, un certain Philibert, qui est un simple bourgeois, avec un autre personnage qui est le gardeur de Repentigny, qui est un officier militaire qui appartient à la noblesse. Et il se trouve que le gardeur de Repentigny va entrer en conflit avec ce Philibert, va finir par se battre avec lui et le mettre à mort, hein, involontairement, en lui donnant un coup d'épée. Le gardeur de Repentigny va s'enfuir, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de l'anecdote qui est extrêmement fournie et échevelée, comme beaucoup de ces romans historiques, qui sont souvent aussi des romans d'aventure. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une mode qu'on trouve dans beaucoup d'œuvres de l'époque, à savoir essayer de donner un sens, soit à une inscription, soit à un bas-relief, à un objet, ou alors à un nom de lieu. Hein. Beaucoup de fictions du 19e siècle cherchent à rendre compte des toponymes qu'on trouve un peu partout au Québec et qui sont souvent très énigmatiques. Hein. Près de Rimouski, on a l'île au massacre. Alors, Joseph-Charles Taché va raconter une histoire pour essayer de rendre compte de ce fameux massacre qui aurait donné son nom à cette île, hein, et qui aurait été, en quelque sorte, qui aurait eu lieu avant même l'arrivée des Européens et qui aurait mis, donc, je dirais, en scène deux communautés autochtones rivales, sans qu'on sache très bien lesquelles. Hein. Jacques Cartier évoque la question dans ses relations de voyage, mais évidemment, Joseph-Charles Taché, lui, imagine que ce sont d'un côté les Iroquois et de l'autre les Malécites et les Micmacs. Donc, voilà, au fond, une sorte de mode, hein, qui est partagée aussi bien par les écrivains anglophones que francophones.